Nous avons suivi l'évolution de l'armement depuis la préhistoire jusqu'à la période des guerres mondiales. Il est maintenant temps de finir notre étude avec l'ère moderne. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que les armées d'aujourd'hui sont bien différentes de celles d'avant. Là où vous auriez pu voir des centaines de milliers de soldats, voire même 1 million engagés dans une seule bataille, aujourd'hui c'est totalement impossible. Les effectifs des armées étant bien réduits, par exemple l'armée française compte, toutes ses armées, environ 200 000 soldats. La quantité ayant énormément baissé, la qualité, elle, a considérablement augmenté. Commençons par l'infanterie. Les innovations sont nombreuses comparées au début du XXe siècle. Tout d'abord les armes. Les armes se sont perfectionnées avec les années. Les fusils d'assaut, armes de base de toute armée, combinent précision et portée des vieux fusils avec la capacité de chargeur et la cadence de tir des vieilles mitraillettes, tout en donnant la capacité de changer la cadence de tir de son arme, tir automatique, semi-automatique, et donne la possibilité de mettre la sécurité. Ensuite, les fusils mitrailleurs, ayant la capacité en cadence de tir et en munitions des vieilles mitrailleuses, avec la mobilité d'un fusil un peu plus lourd que les fusils d'assaut. Il ne nécessite qu'un bipied posé sur une couverture, comme un muret ou une fenêtre, ou alors directement sur le sol. Les mitrailleuses plus lourdes étant réservées aux véhicules. L'une des plus grandes innovations est les accessoires, permettant de modifier une arme en fonction de l'utilité qu'on en fait. Garde-main, lampe, laser tactique, lance-grenade compact, cache-flamme silencieux, et surtout les lunettes. Ces dernières donnent une précision à moyenne distance indéniable. Les fusils de précision, quant à eux, ont gagné énormément en létalité, notamment en portée. Le record actuel du tir létal est de 3540 mètres, et est détenu par un Canadien de la 2e force opérationnelle interarmée, qui est la principale unité des forces spéciales des forces canadiennes. Le fusil a aussi gagné en puissance, capable d'abattre des cibles derrière un mur, et certains étant même capables de percer le blindage d'un véhicule léger comme un MV. Enfin, certains ont la capacité d'être semi-automatiques, comme le Dragounov. Mais vous pensez peut-être que les fusils de précision semi-automatiques sont moins puissants que ceux qui sont à verrou? Je ne vous donnerai qu'un exemple, le Barrett 50. C'est l'un des fusils les plus puissants et pourtant il est semi-automatique. Parlons rapidement des protections. Même si le casque existe depuis longtemps, il a été bien amélioré adoptant une forme arrondie afin de permettre aux balles de ricocher dessus, au lieu de le pénétrer. Le pare-balles quant à lui fait son apparition il y a quelques temps. Contrairement à ce que pensent les gens, les gilets pare-balles sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Ils ne sont pas des vêtements magiques qui vous protègent à 100% dès que vous les mettez. Stopper une balle, c'est pas très compliqué. Une plaque de métal résistant et voilà. Cependant, si on se protège uniquement avec une plaque de métal rigide, l'énergie cinétique de la balle ne va pas absorber, et juste être transmise derrière la plaque. Et le mec qui portera la plaque va voir sa cage thoracique réduite en miettes, alors que la balle n'aura pas du tout percé la plaque de métal. Il faut donc trouver un moyen d'absorber l'énergie, mais c'est plutôt loin d'être parfait. Prendre une balle de pistolet avec un J militaire doit faire mal, mais ça va. Au pire, 1 ou 2 coups de cassé. Par contre, prendre une balle de fusil d'assaut ou de précision, là... Dans ce cas, il existe 3 scénarios. Le mieux, c'est que la balle ricoche. Si elle ne ricoche pas dans l'un de vos membres, ça va. Vous aurez l'impression d'un gros coup, et ça fera plus de peur que de mal. Deuxième scénario. La balle s'arrête dans le gilet et ne le pénètre pas. Vous aurez alors probablement plusieurs côtes cassées, couché au sol de douleur, et vous aurez du mal à respirer. Mais vous survivrez, et pourrez continuer à vivre très bien. Ce sera juste un très mauvais moment à passer. Troisième scénario. La balle traverse le gilet, et dans ce cas-là, il faut juste espérer qu'aucun organe important ait été touché. Et il faut plus ou moins vite rentrer à la base pour être soigné efficacement. On en a donc fini avec l'infanterie, parlons maintenant des blindés. Avec l'invention des moyens de détection comme les capteurs infrarouges qui permettent de repérer la chaleur émise, les capteurs acoustiques qui repèrent le bruit, et enfin les capteurs sismiques qui repèrent les vibrations, les chars sont devenus très peu discrets. Pour éviter la détection, ils doivent donc éviter les déplacements afin de ne pas être repérés, et conserver leur moteur éteint. Car la première des défenses est d'éviter d'être vu. En effet, personne ne vous tirera dessus s'ils ne savent pas où vous êtes. Dans le cas où le char est repéré, il existe différents moyens de se protéger. Tout d'abord, on essaye de ne pas encaisser les coups, pour ce faire, le mieux reste de devenir invisible temporairement via des fumigènes. Les fumigènes modernes étant même capables de bloquer les capteurs infrarouges, d'autres sont conçus pour créer un nuage très dense, capable de bloquer les lasers qui servent à guider les missiles notamment. Les chars peuvent aussi déployer des gaz lacrymogènes ou du phosphore blanc afin de forcer les fantassins ennemis à s'éloigner du char pour l'empêcher de les attaquer. Il existe même des systèmes permettant d'informer l'équipage que le char est visé par un laser ou repéré par un radar. Enfin, il existe des contre-mesures pour se débarrasser des missiles ennemis, soit en les brouillant, soit via un système automatique qui va projeter un explosif afin de le dévier ou de le détruire. Une autre technique encore est de mettre un blindage réactif qui va exploser uniquement au contact d'un choc très fort, donc une arme anti-char, l'explosion servant à repousser le projectile ou à le ralentir suffisamment pour le rendre inopérant. Néanmoins, parfois le tir ne peut être dévié et le blindage va devoir encaisser.
Dans ce cas, beaucoup de blindages différents ont été développés. Un blindage alternant couches de métal et caoutchouc afin de contrer les charges creuses, des couches anti-éclats afin de se protéger des explosifs souples qui se collent au blindage du véhicule et créent des éclats dangereux à l'intérieur du char. Elles peuvent tuer l'équipage sans pénétrer le blindage. Des blindages ont même été développés grâce à la nanotechnologie. Parlons rapidement de l'armement. Il n'y a pas grand chose à rajouter, les canons et les projectiles sont les mêmes mais en beaucoup mieux, plus de portée, de pénétration, d'explosivité, etc. Les mitrailleuses sont exactement les mêmes. La seule grande innovation sont en fait les capteurs. L'aviation quant à elle a beaucoup évolué. Les avions étant bien plus rapides et disposant d'armements de pointe, ils ne sont pas des adversaires pour leurs ennemis. N'ayant quasiment pas de moyen de se défendre d'eux, hors de question de leur tirer dessus avec de simples balles, envoie-lui un missile et il lâchera des contre-mesures pour le détruire avant de revenir s'attaquer à toi. Il ne partira qu'en quand il aura rempli sa mission, ou sera tombé à court de munitions ou de carburant. Néanmoins, l'avion a un désavantage. Il ne peut rester longtemps dans une zone pour apporter un soutien sur le long terme, sauf quelques-uns. Pour contrer ce manque, l'hélicoptère fut utilisé au combat, disposant d'un arsenal varié lui permettant d'affronter tout type d'ennemis, sauf les avions. Ils peuvent apporter un soutien au sol sur le long terme, disposant aussi de contre-mesures afin de détourner les missiles ennemis. Ils se distinguent sous deux catégories, ceux de combat et de transport. Finissons avec l'ère moderne en parlant de l'artillerie. Il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'aujourd'hui les pièces d'artillerie sont quasiment toutes motorisées et toujours plus puissantes. La stratégie aujourd'hui est bien différente de celle d'avant, car aujourd'hui les nations puissantes ne s'affrontent quasiment plus. Elles affrontent des groupes paramilitaires comme les terroristes. Je vais donc parler de la stratégie antiterroriste d'un point de vue militaire bien sûr. Comme on peut le voir aujourd'hui, un pays peut investir à différents degrés, le plus simple étant d'apporter des avions, qui bombarderont des cibles depuis une base d'opération. Ensuite, on peut engager des troupes au sol, qui seront plus précises que les forces aériennes, notamment s'il faut nettoyer un repère souterrain ou dans une montagne. Les fantassins peuvent aussi servir à sécuriser des zones comme des villes. En somme, peu importe les troupes engagées, le but est de repérer les ennemis et de les éliminer, pour sécuriser petit à petit le territoire. Mais essayons d'imaginer à quoi ressemblerait une guerre totale entre deux nations puissantes d'aujourd'hui. Avec la puissance aérienne, n'importe quel mouvement de troupes serait anéanti. La discrétion et le camouflage prendraient alors une place principale afin de pouvoir déplacer des troupes sans être vues. L'utilisation de soldats infiltrés chez l'ennemi serait alors courant, afin de rendre hors service les défenses pour mener une attaque au sol. Enfin, je ne pense pas que nous reverrons un jour des batailles à grande échelle opposant des dizaines de milliers de soldats. Les forces armées ayant des capacités destructrices si élevées qu'elles seraient capables de s'anéantir mutuellement quasi instantanément. Il serait alors beaucoup trop dangereux de réunir trop de soldats au même endroit. Ah, et contrairement à ce que disent beaucoup de gens, non, une guerre nucléaire est quasiment impossible. Car premièrement, personne n'est assez con pour se lancer là-dedans, tous les dirigeants connaissent les risques, enfin il y en a peut-être un qui pourrait le tenter, mais bref. Aucun chef d'État ne s'y risquera, et vous savez pourquoi? Les bons dirigeants ne feront pas subir ça à leur pays, et les mauvais ne pensent qu'à leur confort. Et vous savez, personne ne veut vivre dans le monde de Fallout. Et de toute façon, il existe des armes plus intéressantes que le nucléaire. Les armes chimiques et bactériologiques. Ça tue tout le monde, et ça laisse les structures tranquilles. Ou sinon, il y a des armes presque aussi destructrices que les armes nucléaires, et qui laissent pas de radiation. Nous en avons maintenant fini avec l'armement de notre histoire. Pour finir cet épisode, je vais énoncer quelques prototypes d'armes en conception aujourd'hui. Le canon magnétique. Le canon utilisant pas de poudre, mais uniquement un courant électrique via un procédé que je vais vous épargner, le canon est capable de tirer un projectile allant jusqu'à 9000 km/h, soit 2500 mètres secondes, plus rapide que n'importe quel projectile. Le laser commence à être utilisé, notamment dans l'US Navy, un dispositif projetant un laser concentré permettant soi-disant de désactiver un drone ou encore un moteur de petit bateau, pouvant encore détruire un missile en plein vol. J'ai mes réserves à propos de cette arme. Pour le bateau, c'est un intérêt, mais pour le drone et le missile, il suffit de munir le drone ou le missile d'un système automatique d'esquive, car oui, le laser doit rester sur la cible pendant quelques secondes. Et enfin, je suis pas sûr, mais si on les équipe de miroirs, ça devrait rendre le laser complètement inutile. Bref, abordons des concepts plus utiles, comme l'exosquelette, permettant d'être juste plus fort, disposant de muscles mécaniques. Il devrait bientôt servir dans l'armée américaine pour le transport de matériel. Une version blindée est en étude. Est-ce qu'on pourra bientôt voir des Space Marines? Des balles intelligentes seraient en conception. Des balles tirées depuis un fusil normal ou particulier. Ces balles seraient soi-disant pilotées à distance en temps réel et auraient la capacité d'accélérer. Elles seraient donc un système d'accélération autonome. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine.